Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve cette fois pour parler de la pièce de théâtre la plus fameuse de Beaumarchais, Le mariage de Figaro. C'est parti. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais est né à Paris en 1732. Fils d'un horloger, il eut une vie animée et pour le moins mouvementée. En effet, après la mort de sa première épouse en 1727, il se lance dans la finance à l'âge de 25 ans et fera vite fortune qui le servira à acheter son titre de noblesse et commence en même temps à enseigner de la harpe au fils de Louis XV. C'est cette même époque qu'il écrit ses premières pièces de théâtre, Les Deux Amis et Eugénie, qui auront peu de succès. Après la mort de sa deuxième épouse en 1770, il est accusé de détourner son héritage, ce qui faillit lui perdre sa fortune et son titre de noblesse. Il arrive à s'en sortir de son procès en proposant d'être espion du roi. Il vend, entre-temps, poudre à canon et munitions aux insurgés américains pendant la guerre d'indépendance américaine. Il écrit un peu plus tard Le Barbier de Séville qui constituera son premier grand succès. Sa suite, Le mariage de Figaro, fera polémique auprès de l'aristocratie à cause de la satire de la noblesse et de la société de privilèges qui y est exposée. Elle sera alors censurée pendant 6 ans par le roi Louis XVI. Pendant la période de la Terreur, il s'exile à Hambourg pour revenir en France qu'en 1796. Il mourra d'une apoplexie à Paris à l'âge de 67 ans. Avec Le Barbier de Séville et La mère coupable, Le mariage de Figaro fait partie de la trilogie Le roman de la famille Almaviva qui demeure son plus grand succès littéraire. Le mariage de Figaro, vous l'aurez peut-être deviné, raconte le mariage de Figaro, valet du comte Almaviva et de Suzanne, femme de chambre de la comtesse. Le sous-titre du livre souligne bien le ton de l'histoire, la folle journée. C'est en effet une pièce comique riche en intrigues et en rebondissements. Le mariage de Figaro, qui aura lieu bientôt, est en effet compromis par le comte, qui menace d'utiliser son droit du seigneur, c'est-à-dire d'utiliser le droit d'avoir des relations sexuelles avec sa fiancée le premier jour des noces. Figaro, Suzanne et Rosine, la femme du comte, mettent alors en place un plan pour révéler au grand jour les intentions sordides du comte. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu, et la pièce sera rythmée par des rebondissements, des quiproquos et d'autres situations comiques. Par exemple, Figaro saute d'un étage afin d'éviter de croiser avec le comte et retombe sur leur jardin, la scène de cache-cache entre Chérubin, jeune page et le comte, le jardinier Antonio saoul et maladroit, et aussi des coups de théâtre. On peut citer la scène où on découvre que Marceline, une vieille femme de ménage qui voulait épouser Figaro, s'avère ensuite être sa mère, qui l'a abandonnée étant enfant. La pièce se clôt enfin en chanson sur une note positive avec la réconciliation du comte et de la comtesse et du déroulement du mariage de Figaro. On comprend assez vite que c'est une pièce regorgeant d'intrigue et de bonne humeur. Cependant, il ne s'agit pas qu'une simple comédie, mais aussi d'une pièce discutant de la relation valet-maître. Figaro s'émancipe en effet de son maître et va jusqu'à devenir son rival. Il devient le personnage principal de la pièce et n'est plus qu'une figure comique et secondaire comme l'était le personnage du valet dans la majorité des autres pièces comiques comme celle de Molière. Bien qu'il rentre dans la lignée des valets traditionnels, habile, rusé, obéissant à son maître à contre-cœur, il crée en permanence des plans pour contrecarrer ceux de son maître. Cependant, il s'en démarque aussi par son intelligence et son éloquence, qui se manifestent par un duel verbal direct qu'il a avec son maître, duel qu'il réussira à maîtriser. Il entame une critique des inégalités et des injustices qu'il subit en tant que valet lors de son fameux monologue de l'acte 5, scène 3, longtemps considéré comme le monologue le plus long du théâtre français. En voici un extrait. Parce que vous êtes un grand seigneur, vous vous croyez un grand génie, noblesse, fortune, harangue, des places, tout cela rend si fier, qu'avez-vous fait pour tant de bien? Vous vous êtes donné la peine de naître et rien de plus. Ici, le grand seigneur en question est le comte Almaviva, représentant la noblesse en général. Dans ce monologue, il décrit en parallèle le parcours chaotique pour arriver à sortir de son milieu social. Tandis que moi, morbleu, perdu dans la foule obscure, il m'a fallu déployer plus de science et de calcul pour subsister seulement qu'on en a mis depuis 100 ans à gouverner toutes les Espagnes. Enfin, Figaro incarne l'esprit des Lumières, mouvement de pensée intellectuelle du XVIIIe siècle revendiquant la liberté et la justice et qui vise à lutter contre l'obscurantisme religieux et la prévalence de la bourgeoisie
sur l'Église et la noblesse, qui sont jugés décadents et corrompus. La pièce témoigne en quelque sorte le climat révolutionnaire de cette époque et annonce la Révolution française qui surviendra 15 ans plus tard. Et comme Napoléon Bonaparte le dira, le mariage du Figaro, c'est la révolte en action. En ouverture, on peut citer l'opéra comique que réalisera Mozart en s'inspirant du mariage du Figaro, les Nozze di Figaro, ou les Noces de Figaro en français, qui fera sa première représentation au Burgtheater de Venise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt pour la prochaine. Salut!